le comportement d'une femme va changer au travers des âges à l'égard des hommes. Ça, c'est un fait, c'est un constat absolu qu'on peut faire lorsqu'on s'attarde sur les dynamiques un petit peu relationnelles. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu réfléchir à haute voix, j'ai envie de dire, sur ce contexte, notamment à travers de mes lectures de Rational Male, de Rollo Tomassi, qui est une des pointures dans le domaine de la psychologie comportementale et des dynamiques, donc les relations hommes-femmes aux États-Unis. Ces livres n'ont pas été traduits à ma connaissance, en tout cas en français, ce qui est bien dommage parce que ce sont des ouvrages qui sont extrêmement intéressants mais qui sont dans un anglais qui est assez scientifique, assez compliqué, qui peut donc en effrayer plus d'un. Donc le but aujourd'hui, ça va être un petit peu de retracer des choses qu'il a pu dire, qu'il a pu expliquer, qu'il a pu conceptualiser parfois par rapport à la manière dont les femmes vont se comporter vis-à-vis des hommes quand elles ont donc 18 ans, on va dire 18 à 23 ans, jusqu'à leur valeur nominale maximale sur la sexual marketplace. 23 ans, c'est là où elles sont à 10 sur 10. C'est effectivement un des facteurs prédominants, qu'on peut le savoir justement de sélection des femmes, ça va être leur apparence physique, qu'on le veuille ou pas. Et ensuite, donc plus tard, 23, 25, jusqu'à 30 ans, avec le mur, et au-delà de 30 ans. Bon, je vais parler un petit peu d'expérience, justement, des jeunes femmes qui sont autour des 18-23 ans, effectivement, que j'ai pu donc pas mal dater. Et c'est vrai qu'un des facteurs prédominants pour ces femmes-là, ça va être l'apparence. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, c'est là qu'elles ont vraiment connaissance de l'attrait qu'elles présentent pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, ça veut dire des hommes qui vont de 18 jusqu'à 45 ans, on pourrait dire même peut-être plus âgés aussi. Mais donc un attrait qu'elles vont avoir, qui vont leur donner d'avoir pour beaucoup d'hommes, qui va faire qu'elles vont être beaucoup en demande. Et comme vous le savez, tout est transactionnel, les relations sont transactionnelles. Donc ici aussi, il y a une question d'offre et de demande. Effectivement, pour quelles raisons est-ce qu'il va y avoir une valeur supérieure au niveau des femmes qui vont avoir 23 ans approximativement, et pour les hommes ça va être 36-37 ans? C'est parce que ce qui va être recherché et donc demandé vont être des choses qui vont apparaître à ce moment-là. Donc 23 ans, c'est un petit peu la fleur de l'âge pour la jeune femme qui va avoir une apparence physique, on va dire, suffisamment raffinée parce qu'elle aura passé la fin de l'adolescence et elle aura quand même une certaine forme de maturité, donc elle aura quand même un peu compris, disons, les choses de la vie et ayant vécu dans l'âge adulte. Là où pour l'homme, ça sera donc autour des 37, 36, 37 ans, où là aussi il y aura cette forme d'accomplissement, cette forme d'accomplissement qu'on demande à l'homme, sa capacité à produire, pour faire en sorte, d'une certaine manière, de provider à la jeune femme, effectivement, parce que, et ça c'est encore le cas très majoritairement, notamment dans les sociétés qui sont occidentales, mais bien sûr aussi orientales, c'est qu'il y a cette nécessité pour l'homme de gagner plus que la femme. Si ce n'est de base que d'être le seul breadwinner de la relation, c'est-à-dire d'être celui qui gagne de l'argent. Effectivement, ça reste encore, et notamment dans le cadre de l'hypergamie, une pratique très commune. C'est-à-dire des femmes, on peut l'entendre souvent, qui disent « je veux que mon copain, mon mari, fasse minimum 10 000, 15 000, 50 000 euros par mois pour qu'on puisse se marier ou quoi, ou soit pour la vie, dans le sens pour pouvoir réussir à s'accommoder d'un lifestyle qui serait relativement cher, effectivement. Donc il y a cette volonté que d'accéder à un lifestyle, un petit peu une classe sociale qui serait donc supérieure à la sienne initialement, qui va être principalement valable donc du côté des femmes. Effectivement, parce que ce n'est vraiment que le cas d'extrêmement rares hommes, si ce n'est quasiment pas d'hommes, que de dépendre justement de sa partenaire pour pouvoir s'élever en termes de classe sociale dans les rangs sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer vraiment à l'échelle des différentes sociétés, des différentes. Au-delà de ça, ce qu'on peut comprendre par ici, c'est la raison pour laquelle, pour les hommes, leur SMV, leur Sexual Market Value, leur valeur sur le marché sexuel, va être supérieure à l'âge de 36 ans, on va dire maximale, disons. Après, elle va venir à régresser, bien sûr, mais là où les femmes sera 23 ans. Parce que 36 ans, ça laisse le temps, ça laisse disons, une quinzaine, voire plus d'années, durant lesquelles ils vont pouvoir se concentrer sur les accomplissements qui vont être bien sûr habituellement matériels. C'est-à-dire, d'un côté, statut social, de l'autre, situation financière. Et une fois ces choses-là accomplies, il y aura cette notion de trouver une femme qui va être donc appropriée pour pouvoir se mettre en relation avec elle. Et sauf qu'encore une fois, et ça c'est un sujet c'est qu'il y a donc nombre de femmes qui vont, entre guillemets, essayer de trouver des hommes qui n'auront pas encore compris, disons, la valeur qu'ils vont pouvoir développer par le fait. Donc des hommes qui, on va dire, 25-30 ans, qui n'ont pas encore réalisé leur potentiel maximal parce qu'ils n'ont pas passé la trentaine et qui vont donc se marier avec des femmes dont on pourrait dire de manière très objective que la valeur est bien inférieure à la leur. C'est littéralement de l'hypergamie. L'hypergamie, c'est-à-dire qu'au-delà de la partie rang social,
c'est une question d'aller chercher un partenaire, une partenaire, ou en plus un partenaire qui a une valeur fondamentalement supérieure à la nôtre, peu importe les critères sur lesquels on se base, et donc qui n'aura pas réalisé ça, et qui, que quelques années plus tard, parce qu'il lui a été engrainé ou il a été conditionné qu'il a cette nécessité que de faire un petit peu le chevalier et de rester, on va dire, à la demande de sa demoiselle, même s'il est dans un mariage qui est peu épanouissant, il n'aura que très rarement le courage que de demander le divorce, parce qu'en plus le divorce sera très coûteux pour lui. Et oui, sachant même malgré tout que le divorce est demandé majoritairement par des femmes. Ça, c'est ce qu'on peut observer dans les sociétés occidentales. Et il y a là un petit peu ce qu'on appellerait une fallacie, on pourrait dire une forme de sophisme ou alors de paradoxe dans ces mêmes sociétés occidentales que j'aimerais évoquer ici aussi. C'est le fait que à notre époque, les femmes ont la capacité très, on va dire, facile. En tout cas, elles ont la capacité de travailler par elles-mêmes de leur propre argent, de produire, et même ont cette revendication que d'être en capacité, que d'être indépendante et de ne pas dépendre donc d'un mari ou d'un partenaire. Ce qui est, on va dire, louable. Là où c'est un peu moins louable dans les lois de nos sociétés occidentales, c'est le fait que, dans le cadre d'un divorce, il y ait malgré tout une séparation, on va dire, à 50% des biens vis-à-vis des deux partenaires, là où il y aurait fondamentalement un des partenaires qui aurait bien plus produit que l'autre, ce qui déjà n'est pas équitable. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose qui existe uniquement dans la société occidentale, parce que c'est vrai que j'ai quand même assez l'habitude des sociétés orientales, on va dire Europe de l'Est, ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a cette notion de pension alimentaire qui est valable en France, qui est valable aux États-Unis, autres sociétés occidentales aussi, je ne sais pas si c'est Espagne, Italie aussi le cas, mais Angleterre aussi, où l'ex-mari va devoir payer une pension à la femme, alors qu'elle a la capacité bien sûr que de pouvoir travailler par elle-même. Mais il faut faire en sorte qu'elle puisse avoir un train de vie similaire, donc on lui accorde ça. Ce qui me paraît être un raisonnement comme assez fallacieux, effectivement, dans la mesure où nous ne sommes plus au siècle dernier, où les femmes n'avaient pas la capacité de travailler sans l'accord de leur mari, par exemple. Donc voilà, en tout bien, tout honneur, et là encore, on a une question de temporalité qui joue, c'est-à-dire comment est-ce que les choses viennent à évoluer au fur et à mesure du temps, mais il est clair que les lois, en tout cas à cet égard plutôt, sont en faveur d'un genre spécifique, là pour le coup des femmes. Donc on va pouvoir voir, et là on revient sur notre sujet principal, l'évolution un petit peu de ces qualités recherchées en un homme au fil des années pour une femme. Là où donc dans sa jeunesse, 18 à 23 ans, voire même 25 ans, on va observer qu'elle va être beaucoup plus dans une période, en tout cas elle aura tendance à avoir des périodes comme ça de promiscuité, c'est-à-dire aller chercher potentiellement multiples partenaires en même temps, pas forcément, mais en tout cas des partenaires qui seront plus de court terme, quelque chose qu'elle se justifiera par le fait qu'effectivement il faut profiter de la vie tant qu'on est jeune. Donc sans venir mettre un jugement, encore une fois là il n'y a pas de jugement sur la stratégie de dating ou la stratégie qu'on pourrait considérer comme de relation intersexuelle, simplement un état de fait. Voilà. Donc ce n'est pas, je ne considère pas ça bien ou mal, j'explique simplement comment est-ce qu'on peut observer les tendances. Voilà, je préfère le préciser, avant que certains viennent râler en commentaire. Donc, observant cela, qu'est-ce qu'on peut regarder du côté des hommes ? On pourra voir effectivement qu'à cet âge-là, les hommes n'auront en aucun cas réalisé leur valeur sur la S&P, donc Sexual Marketplace encore une fois, ce qui fait qu'ils n'auront pas du tout, en tout cas beaucoup moins, d'opportunités que de participer avec de telles choses, telles activités, on va dire, pour dire de promiscuité, ou de ce qu'on pourrait appeler short-term mating strategy. En français, ça serait la reproduction, stratégie de reproduction court terme, un peu dans ce sens-là, et reproduction dans le sens voilà, caractère, expérience charnelle, vous avez compris. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la majorité des femmes de cet âge-là, si elles vont vers des hommes qui sont du même âge, vont aller régulièrement vers les mêmes hommes, c'est-à-dire le top, on pourrait dire 5%, à la rigueur le top 10%, mais pas en dessous, qui auront accès donc à la majorité des femmes. C'est-à-dire que si on venait observer un petit peu en termes de valeur nominale, c'est-à-dire, voilà, on parle plutôt d'apparence physique parce que c'est plus simple, mais c'est plutôt dans l'absolu. Même si là, vu que c'est une short-term mating strategy, c'est du court terme, donc c'est vraiment l'apparence physique, le charisme, le game qui vont jouer, et un peu moins le statut social et la situation financière, même si c'est à prendre en compte un peu plus tard. Donc les hommes qui sont, on va dire, entre 8 et 10 en termes de standard de beauté, vont avoir toutes les femmes qui sont entre, on va dire, 9, entre 6 et 9. Dans l'absolu, c'est ça. Là où les autres hommes, qui seront donc, on va dire, même entre 6 et 8, eux auront celles qui sont en dessous, entre 4 et 6, etc. etc.
Là on parle du même âge, bien sûr. Ce qui veut dire que si on parle d'hommes qui sont plus âgés, effectivement il y a moins ce rapport-là, mais sauf que les femmes, les jeunes femmes en priorité, vont aller chercher l'apparence physique ainsi que le game. Et c'est pour ça que le game est quand même un vrai hack, c'est qu'en apprenant justement la communication et la psychologie, on a cette capacité à sortir un petit peu de ce moule, parce qu'en fait on va pouvoir notamment aller aborder et se donner l'opportunité de parler, d'aller en rendez-vous et tout, et de voir des femmes qui de base en théorie nous seraient inaccessibles. Parce qu'effectivement c'était pas en boîte de nuit où justement il y a une abondance que de matériel reproductif, on pourrait dire, que l'on va faire en sorte de se démarquer. Effectivement ça ne sera pas là. Par contre c'est en ayant du culot et de l'audace, notamment en personne, donc en journée par exemple dans l'abordé comme je disais, que là on pourra se démarquer et faire en sorte d'avoir une chance, entre guillemets. Même quelqu'un qui pourrait être entre 6 et 8 avec une femme de même niveau. Donc il y a ça à prendre en compte. Surtout lorsque on sait que c'est plus tard que les femmes vont accorder de l'importance au reste, c'est-à-dire situation financière et statut social. Et donc c'est là pour le coup à notre honneur, je dirais. Donc ce qui veut dire que la priorité c'est de travailler sur soi, monter sa valeur, faites du sport, mangez bien, dormez bien. Les sorties ça sert à quoi? Aller s'alcooliser ça sert à quoi? Posons-nous la question. Et au-delà de ça, faire en sorte de pratiquer, et là non pas le Covid, mais pratiquer la communication, les social skills. Parce que effectivement, si juste on travaille sur soi et qu'on attend, on vient retarder un petit peu notre travail sur ces compétences-là, alors on s'en mordra les doigts parce qu'on en a besoin dans tous les aspects, tout simplement. C'était tout pour aujourd'hui. Petite réflexion par rapport à ces considérations qui ne sont que peu abordées effectivement en France, bien qu'on a pu en discuter avec SC sans pitié récemment. C'était un plaisir d'ailleurs. Donc au-delà de ça, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et d'ici là, c'était Rémi. Bon courage.